Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission. On va plus loin avec deux débats et un grand décryptage ce soir. D'abord, la colère des médecins, la fièvre ne retombe pas. Alors de quoi ce malaise est-il le symptôme? Va-t-on vers une étatisation de la santé comme le dénoncent les syndicats? De nombreux invités seront en notre compagnie tout à l'heure. Dans un contexte social tendu, Nicolas Sarkozy déterre la chienlit. Le mot employé par le patron des Républicains fait hurler la gauche. Revue des réactions à suivre. Regain de tension entre Palestiniens et Israéliens. Les violences s'enchaînent, réveillant la crainte d'une nouvelle intifada. Qu'en est-il réellement? C'est le débat pour aller plus loin ce soir. Voilà pour le programme et tout de suite, les faits d'actu avec Paul Bouffard. La loi santé adoptée au Sénat, les parlementaires votent ce texte, mais dans une version expurgée du tiers payant généralisé décrié par les médecins libéraux et la droite sénatoriale. Le texte doit à présent faire l'objet d'une commission mixte paritaire. 7 députés sénateurs pour dégager un compromis. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonce qu'elle réintroduira cette mesure lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, où la gauche est majoritaire. Et aujourd'hui, au Palais du Luxembourg, se tenait la nouvelle formule des questions au gouvernement. Un rendez-vous né du nouveau règlement du Sénat, où vous le savez, la mesure principale était de lutter contre l'absentéisme des parlementaires sous peine de sanctions financières. Et bien aujourd'hui, fait exceptionnel, sur 348 sénateurs, ils étaient 305 présents dans l'hémicycle. La colère gronde chez les policiers. Ils réclament des comptes à Christiane Taubira après qu'un braqueur récidiviste et en cavale ait blessé un de leurs collègues. Le drame prend une tournure politique alors que la victime est entre la vie et la mort. Julie Hulin. Pourquoi ce détenu en cavale avait-il obtenu une permission? Au lendemain du drame qui a laissé un policier de 36 ans dans un état critique, les syndicats de police et la droite exigent des réponses de la part de Christiane Taubira. Évoquant des interrogations légitimes, la ministre de la Justice a annoncé dès ce matin la commande d'un rapport précis sur les événements avant de déclarer qu'elle envisageait de mettre en place systématiquement des escortes pour certains détenus en permission. Cet après-midi, Bernard Cazeneuve a lui refusé de justifier une décision de justice. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur une décision qui a été prise par un juge, parce que la séparation des pouvoirs existe, et qu'y compris lorsqu'il y a de l'émotion et lorsqu'il y a des drames, les principes de droit doivent être appliqués. Le ministre de l'Intérieur qui a tenu à rappeler que le détenu n'avait été signalé comme radicalisé puis fiché qu'après son évasion. Et en France, actuellement, pour Nicolas Sarkozy, c'est la chienlit, c'est le délitement de l'État. L'ancien président de la République qualifie la situation actuelle du pays de ces termes. Le Premier ministre Manuel Valls, lui, regrette l'utilisation d'un mot jugé dangereux. France de race blanche, Nicolas Sarkozy pose un ultimatum et donne 24 heures à Nadine Morano. Lors d'un bureau politique, le président des Républicains lui demande d'exprimer des regrets après ses déclarations sur la France, un pays de race blanche, selon la députée. Des regrets qui permettraient à Nicolas Sarkozy de reconsidérer la situation de Nadine Morano et de conserver son investiture au régional en Meurthe-et-Moselle. Le même Manuel Valls, qui du retour du Japon, s'est empressé d'aller ce matin à la rencontre des 2 dirigeants d'Air France agressés hier. Le Premier ministre a promis des sanctions lourdes contre les voyous, je le cite, responsables des agressions. De son côté, François Hollande qualifie ces actes d'inacceptables. L'exécutif français qui fait tout pour ne pas rompre le dialogue entre les syndicats et la direction de la compagnie. On regarde le reportage de Mounir Soussi. Manuel Valls aux côtés de la direction d'Air France. Après la condamnation des débordements, la situation de la compagnie revient au centre du débat. Les négociations avec les syndicats sont au point mort. Cet après-midi, le Premier ministre a mis la pression sur une catégorie de salariés en particulier. L'effort de productivité demandé est un passage obligé pour restaurer la compétitivité. Chacun doit y participer et au premier rang, les pilotes. Le nouveau plan de restructuration prévoit la suppression de 2900 postes. Depuis 2012, Air France est soumis à des mesures d'économie que la direction souhaite poursuivre. Si maintenant les organisations syndicales représentant les pilotes notamment sont prêtes à une vraie négociation, notre porte est ouverte. L'intersyndicale souhaite que le gouvernement s'implique dans le dossier. Actionnaire d'Air France à hauteur de 17%, l'État n'a pour l'instant pas l'intention de s'asseoir à la table des négociations.
Après le déluge, difficile retour à la normale sur la Côte d'Azur. Les 2 Allemands toujours portés disparus ont été retrouvés sains et saufs. 2 personnes n'ont toujours pas donné signe de vie. Ce soir, les sénateurs derrière leur président Gérard Larcher se mobilisent. Ils s'inquiètent en particulier des conditions d'indemnisation. On écoute Louis Nègre, le sénateur maire de Cagnes-sur-Mer, présent à cette réunion. Le Sénat et le président vont peser de tout leur poids pour faire en sorte que les assurances jouent le jeu et le plus rapidement possible. On sait que c'est un dossier difficile chaque fois avec les assurances, donc le président du Sénat et le Sénat pèsera de tout son poids pour faire en sorte que les gens soient remboursés le plus vite possible. Claude Bartolone compte sur la justice pour faire cesser, dit-il, une campagne de calomnie. L'ancien président de la Seine-Saint-Denis et actuel président de l'Assemblée nationale se dit serein face aux accusations d'emploi fictif dans son département. Le parquet de Bobigny a ouvert une instruction sur l'embauche douteuse entre 2008 et 2012 d'un élu de Seine-Saint-Denis, Didier Segal-Sorel, dans le cadre du Conseil général. 1,5% de croissance en 2016, le Fonds monétaire international maintient sa prévision et table sur la croissance du PIB. Malgré un contexte mondial délicat, le FMI confirme les prévisions du gouvernement français en la matière. La matière l'emporte sur l'antimatière et le prix Nobel de physique l'officialise aujourd'hui. 2 chercheurs japonais et canadiens sont récompensés pour leurs travaux sur le neutrino, une particule cosmique fondamentale pour la compréhension de notre univers. Chaque seconde, des milliards de neutrinos traversent notre corps à la vitesse de la lumière, une antiparticule émise par les étoiles. Tout de suite, on va plus loin. Premier débat de ce soir après le vote de la loi santé au Sénat. On revient sur le malaise des médecins. Et la fièvre monte. Les médecins expriment leur colère contre le projet de loi santé porté par la ministre Marisol Touraine. Un texte voté aujourd'hui même au Sénat et la température est loin de retomber. Alors, peut-on vraiment parler d'un malaise des médecins ou est-ce des malades imaginaires? Y a-t-il vraiment un risque de perdre notre médecine libérale? Quelle est sa place dans notre société? On parlera aussi de l'ambiance sociale avec un sentiment de grogne ou en tous les cas de colère sourde dans le pays. L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. André Comte-Sponville, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes philosophe, membre du comité consultatif national d'éthique. Avec nous également Éric Henry, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le président du syndicat des médecins libéraux. Nous accompagne ce soir Annie David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice communiste de l'Isère, membre de la commission des affaires sociales. Et en notre compagnie également, Claude Le Pen, bonsoir. Vous êtes professeur, spécialiste des politiques économiques de santé à Paris-Dauphine, co-auteur notamment du livre « Où va le système de santé français ?» Alors messieurs, madame, avant de parler plus spécifiquement des médecins, André Comte-Sponville, quel est votre regard sur l'état de tension, disent certains, dans notre société en ce moment, avec la colère des médecins, avec les images chocs qu'on a vues hier chez Air France? Comment vous qualifiez cette atmosphère sociale? Le climat est difficile, malgré tout, ça n'est pas la guerre civile. On a arraché une chemise, il n'y a pas eu de mort. Le climat est difficile, on dit beaucoup que les Français sont difficiles à gouverner, râleurs de tradition, c'est possible. Moi, j'observe que la France est l'un des pays d'Europe qui a les syndicats les plus faibles et les plus radicaux. Il faudra peut-être que les syndicats s'interrogent sur le rapport entre leur radicalité et leur faiblesse. Par exemple, Emmanuel Macron, sur lesquels tous les syndicats tapent, est plus populaire en France qu'aucun leader syndical. Combien de Français connaissent le nom du patron de la CGT? Donc voilà, alors si les syndicats veulent s'enfermer dans une position idéologique, au fond, libre à eux, mais je constate que ça ne marche pas. Il faut donc qu'ils s'interrogent, et la question vous est posée. Éric Henry, est-ce que vous vous interrogez en tant que syndicat également sur ce climat social et cette radicalisation par rapport à votre représentativité dans le pays? La représentativité, c'est une histoire d'investissement. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les syndicats ne sont pas représentés de la même façon qu'en France. C'est-à-dire que les gens adhèrent de façon automatique à des syndicats quand ils sont salariés. En France, c'est la volonté de chacun que d'adhérer. Donc il n'y a pas de problème? Moi, je n'ai pas... Moi, j'ai pas de syndicats. Moi, j'ai pas cette sensation, comment dire, qu'on est en souci. On est une voie d'expression d'une profession. Cette voie d'expression, tant qu'elle a la possibilité de parler, eh bien, elle peut ne pas se radicaliser. Mais si à un moment le climat est tendu et que la porte se ferme, effectivement, c'est une façon de procéder. Moi, je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, le président de la République est venu à la Mutualité fêter les 70 ans de la sécurité sociale et qu'il n'a pas invité les syndicats de médecins.
Nous ne faisons donc C'est-à-dire, pas. vous voulez dire que c'est une responsabilité partagée? Ben là, quand on fait une telle impolitesse, je pense qu'à un moment ou un autre, c'est un déni de syndicalisme. Quel est votre avis, Annie David? Je voulais faire aussi réagir André Comte-Sponville, parce que Nicolas Sarkozy a parlé pour qualifier ce climat social. C'est un mot qui a quand même qui résonne. Chienlit. Ouais, écoutez, je pense que Nicolas Sarkozy n'est pas forcément le mieux placé pour donner des leçons au gouvernement actuel. Bon, voilà, ça c'est dit. Pendant que M. Sarkozy était président de la République, je ne suis pas certaine que le pays allait beaucoup mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'inquiétudes chez beaucoup de personnes et dans beaucoup de catégories socio-professionnelles différentes. Les médecins s'expriment à leur manière, les salariés d'Air France s'expriment pas la violence, bien sûr. Les salariés d'Air France s'expriment d'une autre manière et la grande majorité des salariés d'Air France ne s'expriment pas de manière violente, ils s'expriment. Après, il y a des violences aussi lorsque dans un comité d'entreprise, on annonce tranquillement, avec une tasse de café à la main, qu'il va y avoir 2900 suppressions d'emplois. Je pense qu'il peut y avoir de la colère. Ensuite, il y a la façon dont on négocie avec les syndicats et la façon dont on s'adresse aux salariés des entreprises ou aux médecins libéraux, en l'occurrence, puisque ce soir, on est là pour parler de la santé. Et on va le faire dans quelques instants. Donc, je pense qu'en effet, M. Sarkozy n'est pas le mieux placé pour parler de Chienlit. Claude Le Pen, pour terminer ce tour de table sur cette première question, oui, c'est un climat social qui est lourd, qui est pesant, peut-être même parfois incontrôlable, comme on l'a vu hier, même si c'est une partie de ça. Il y a en France une tradition de jacquerie, de révolte violente, très émotionnelle. On réfléchit après, on manifeste d'abord dans un grand climat émotionnel qui peut être... Alors c'est vrai qu'on a des syndicats faibles, on a des représentations collectives qui un petit peu défaillent. Il y a une montée d'une espèce d'individualisme un peu collectif. Ne touche pas à mon job, mon environnement, etc. Oui. Je crois il y a une certaine retour à des corporatismes qui ont existé dans la société française. Cela étant, c'est vrai, le niveau de violence aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était dans les années 30 quand même. Il faut quand même relativiser un petit peu les choses. Mais je crois que dans les années qui viennent, dans les années passées, on a rarement vu un petit peu cette incertitude sur l'avenir. Je pense que les Français sont inquiets. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que les gens se révoltent que le parti de l'ordre ne va pas gagner. C'est-à-dire que la dynamique est beaucoup plus complexe. Une inquiétude profonde peut entraîner dans l'histoire souvent la victoire, non pas des révoltés, mais de ceux qui, au contraire, veulent étouffer les révoltes. Donc, c'est le mot du général de Gaulle en 68. Ça n'est pas hasard si Sarkozy le reprend. Et rappelons qu'en juin 68, il y a eu un raz-de-marée de droite comme on n'avait pas vu depuis très longtemps. Sans compter toutes les expériences historiques dans lesquelles des grands désordres sociaux conduisent à la prise de pouvoir par un parti extrêmement... Parlons plus précisément donc, de notre sujet ce soir, donc l'inquiétude, l'incertitude chez les médecins, la médecine. D'ailleurs, une première question générale, André Comte-Sponville, est-ce qu'on peut imaginer, appréhender aujourd'hui différemment la médecine dans notre société? Elle a une place à part quand on y touche? Bien justement, il y a des crispations, il y a des inquiétudes. Mais bien sûr, d'abord, ça a toujours été l'une des choses les plus importantes, tant qu'on a la santé, comme on dit, mais je dirais que du fait même des progrès de la médecine, la santé occupe une place encore plus grande qu'avant parce qu'on peut davantage la prendre en main, si j'ose dire, au point qu'on fasse de la santé la valeur suprême et donc qu'on demande tout à la médecine, ce que j'appelle le panmédicalisme. Vous savez, déjà Voltaire au XVIIIe siècle disait joliment « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Bien, le jour où la santé devient le but suprême, autrement dit, où le bonheur n'est plus qu'un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est la santé, on assiste à un renversement de hiérarchie très spectaculaire depuis au moins 25 siècles de civilisation qui pensaient exactement l'inverse, à savoir que la santé était un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but qu'est le bonheur. Voilà, nous sommes un petit peu menacés par une espèce d'idéologie sanitaire qui demande tout à la médecine, y compris l'impossible. Ne pas souffrir, ne pas vieillir, ne pas mourir. Alors si on demandait le possible, on pourrait se demander combien ça va coûter. Mais si on demande l'impossible, il est clair qu'on n'aura jamais les moyens. Et donc, de ce point de vue, le trou de la Sécu, il n'est pas seulement structurel, il est essentiel. Tant qu'on demandera à la médecine l'impossible, par définition, les moyens ne suffiront pas. Et rappelons qu'il n'y a quand même pas que la santé
il y a aussi l'éducation, il y a la sécurité, il y a les armées, il y a la culture, il y a la protection des plus faibles, l'aide sociale, etc. Et donc, il faut faire des choix. Alors que les médecins défendent, si j'ose dire, leur métier, ça ne me gêne en rien, mais la décision politique ne peut pas appartenir aux médecins. Parce que dans une démocratie, elle appartient au peuple souverain par la médiation de ses représentants. Éric Henry, c'est le cas. On vous demande l'impossible aujourd'hui ? La médecine est devenue un bien de consommation comme un autre. C'est-à-dire que les gens veulent accéder très facilement à un soin et quand ils y pensent, ils voudraient que ça vienne tout de suite. Donc en médecine générale, on est très habitué puisque un appel de la journée doit être rempli dans la journée. Et est-ce que le gouvernement vous demande l'impossible avec ce projet de loi ? L'impossible, oui, c'est de sacrifier notre liberté, notre indépendance dans le travail. C'est-à-dire que le Conseil de l'ordre a fait une très belle vidéo que vous avez vu passer qui est sur notre serment d'Hippocrate. Et moi, quand je l'ai regardé, j'ai envoyé mon premier mail, c'était vidéo larme à l'œil. C'est-à-dire qu'on a tous versé une larme en la regardant. Pourquoi ? Parce que quand on a fait ces études, c'était pour faire ça. Et c'était pas pour faire autre chose. Alors maintenant qu'on nous dise qu'on a une image négative, enfin, on en est désolé, mais c'est pas du tout ce qui nous a motivé à faire ça. Maintenant, ce qui nous inquiète, c'est que la loi de santé va changer le système solidaire que nous connaissons depuis 1945 pour passer dans une loi du marché. Et ils l'ont annoncé clairement. Ils ont dit la santé est un marché, il faut qu'elle s'ouvre au monde et il faut que ça devienne un bien offert aux entreprises. Et donc l'article 1 de la loi, très bien, reprend toute la santé à la sécurité sociale et aux syndicats que tout le monde nie, pour la donner en gestion mutuelle ou aux complémentaires, qui sont, on le sait, des organes complètement altruistes. Oui, c'est le cas, Annie David, c'est ça l'esprit de ce projet de loi, créer une rupture Je ne partage pas cette vision, mais voilà, je ne partage pas la vision qu'a monsieur sur le texte tel qu'il nous a été présenté. Moi, je pense que ce qui a fait défaut dans ce texte, c'est un peu dommage, mais c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive dans quelques jours. Et dans un texte de santé publique, on n'a pas pu parler d'argent. C'est un peu dommage parce que quand même... Monsieur parlait des moyens tout à l'heure. Moi, je ne partage pas non plus l'idée de dire qu'il n'y a pas les moyens pour renflouer la sécurité sociale. Faut-il encore se les donner, les moyens, il faut-il encore trouver les recettes qu'on ne trouve plus, qu'on ne sait plus trouver, alors qu'il y a quand même des possibilités quand même aujourd'hui de trouver des recettes nouvelles pour notre système de sécurité sociale. Et à partir du moment où on est capable de trouver ces recettes, on est capable de permettre aux médecins libéraux de faire leur métier de médecins libéraux, on est capable de donner à nos hôpitaux les moyens de fonctionner et on est capable de rembourser les malades lorsqu'ils sont malades. Après, il y a d'autres points au niveau de la sécurité sociale qu'il faut revoir, ça c'est sûr. C'est notamment, excusez-moi, peut-être j'aurai droit à une consultation à l'émission. On est entouré de médecins. Prenez un peu d'eau, ça passera mieux. Et peut-être que là aussi où il y a des choses à voir, c'est notamment sur les firmes pharmaceutiques, c'est sur parfois des gabegies financières auxquelles on assiste. Il y a des pistes, moi je reste sur l'esprit. On n'arrive pas à mettre là des barrières. Oui. Et là, il y a de la politique. Et là, il y a une orientation politique que nous aurions aimé voir dans ce texte que Marisol Touraine n'a pas pris. Claude Le Pen, qu'est-ce qui est en jeu précisément ? Parce que certains parlent carrément de la fin de la médecine libérale telle qu'on l'appréhende, c'est-à-dire comme une médecine de proximité. On est très attachés, les Français sont très attachés à cela. Bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit le cas, franchement. Alors, mais il y a beaucoup de sujets très complexes. Premièrement, c'est vrai que c'est très bizarre d'avoir dans la même semaine deux lois. Une loi qui s'occupe de santé sans s'occuper d'argent de la santé, et une loi qui s'occupe d'argent de la santé sans trop s'occuper de la santé, puisque c'est comme une loi financière qui sert à faire plutôt des économies qu'autre chose. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. En 2004, en 2002, il y a toujours eu cette espèce de dichotomie. On fait de grandes lois généreuses pour organiser mieux le système, les dépistages organisés. En l'occurrence, il y a plein de mesures de santé publique dans la loi sur... on va très loin. On régit la taille et le poids des mannequins. On régit les cabines infrarouges. On régit... Il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça qu'on a dit que c'était une loi fourre-tout. Un peu fourre-tout. À côté, mais bon, pourquoi pas. À côté, ce qui est sérieux, c'est la loi de financement de la sécurité sociale. 6 milliards de déficit. Oui, c'est sérieux. Voilà, ça c'est sérieux, il faudra payer. 3,5 milliards d'économies qu'on fera sur les hôpitaux, sur les médecins, sur les médicaments. Donc il y a 10 milliards en gros. 3,5 milliards qui sont pris par les plans d'économie et 6 qui sont financés par la dette. Et la dette de la sécurité sociale aujourd'hui, c'est schématiquement la dette de la Grèce, pas très loin de la dette de la Grèce.
hein. Plus de 220 milliards d'euros si on ajoute la dette à court terme, la dette à moyen terme ou à long terme, et puis la dette des hôpitaux, 30 ou 40 milliards d'euros. Sur ma question, Donc, c'est voilà, une inquiétude des téléspectateurs. Est-ce que vraiment cette médecine libérale, qui est vraiment la médecine une médecine libérale, de proximité, alors il y a beaucoup de définitions de la médecine libérale. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle médecine libérale. Je crois qu'un des problèmes, c'est un petit peu cette définition. Pour certains, la médecine libérale, c'est 5 grands principes intangibles, édictés en 1928 par une charte de médecine libérale, contre d'ailleurs en 28, contre l'idée de sécurité sociale. Parce que l'idée de sécurité sociale en France, elle est née en 28, hein, avec la tentative de généralisation du régime d'Alsace-Lorraine à l'ensemble de la France. Aujourd'hui, une fois qu'on l'a définie, est-ce qu'il y a un risque que cette proximité disparaisse? Elle définit dans une définition, elle disparaît pas dans l'autre définition. Bon. Donc elle disparaît. J'essaie de comprendre. Mais concrètement. Oui, mais c'est compliqué. C'est un sujet compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs que les politiques ne le comprennent pas toujours très bien. C'est pour ça qu'il y a une grande inquiétude aussi, peut-être de tous les... Elle disparaît pas. Je pense pas que le médecin de famille, le médecin qui est auprès du patient, le médecin, les 55 000 médecins généralistes ne vont pas disparaître et les 45 000 médecins spécialistes ne vont pas disparaître. Éric Henry, vous dites l'inverse. Oui, non, mais je suis très content que vous parliez de la médecine libérale. Parce que c'est un mot que dans mon syndicat, nous portons fort, puisque nous sommes le seul syndicat dans lequel le titre est marqué libéral. Et ça passait pour un gros mot encore il y a quelques années. Là, vous êtes en train de parler de la médecine libérale, alors que Marisol Touraine nous parle du virage ambulatoire. Bien, je suis très fier de la communication qu'on a eue, parce qu'elle vous a déjà... Alors, ce ne sont pas des éléments de communication, j'ai toujours utilisé cette expression qui me paraît naturelle, c'est aussi une médecine de proximité. On est d'accord, mais Marisol Touraine utilise le virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'elle voudrait, dans son esprit, dépouiller la médecine libérale que vous connaissez, qui est celle de proximité, pour la donner à d'autres acteurs que nous. C'est-à-dire, nous, actuellement, nous sommes 100%, et il voudrait, au fur et à mesure, que la médecine libérale, dans ces 100%, se réduise la taille pour ouvrir les centres de santé mutualistes et ouvrir les maisons de santé à fonctionnement étatique. Juste, André Comte-Sponville, quel est votre regard plus général? Les Français ne sont pas inquiets, s'agissant de la médecine libérale. Les médecins le sont. Les Français ne le sont pas. D'autre part, écoutez, il y a un problème de communication. Je n'ai jamais compris pourquoi Mme Marisol Touraine voulait le tiers payant, enfin, qui n'est plus à payer chez le médecin. Donc, le gouvernement s'est mal expliqué. Je ne comprends toujours pas pourquoi les médecins ont le sentiment qu'ils vont disparaître et que tout va changer. On a le sentiment d'une espèce de double langue de bois où l'essentiel n'est jamais dit. Alors chacun peut défendre son beefsteak si vous voulez, mais on ne va pas faire un débat idéologique sur la notion de médecine libérale. J'ajoute d'ailleurs qu'il faudrait quand même qu'on m'explique pourquoi Mme Marisol Touraine voudrait la mort de la médecine. Quelle perversité en elle. Pour quelle raison? Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Ce qu'elle veut, évidemment, c'est le bien de son pays et de la santé. Alors, on peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais supposer qu'elle fasse exprès de nuire à la santé de son pays, c'est d'un ridicule achevé. Or, c'est à peu près le discours de tous les syndicats. À écouter la CGT, on a le sentiment que M. Macron a une idée, c'est d'appauvrir le pauvre peuple français. Je vais vous laisser répondre tout de suite. On va juste écouter François Hollande. Toute plausibilité. Et donc, ces discours idéologiques coupe le peuple du débat sur les questions politiques. Une réaction, celle de François Hollande à la mutualité pour les 70 ans de la sécurité sociale. Et le président va tenter de rassurer les médecins sur justement ce tiers payant généralisé. Le tiers payant, qui fait l'objet, et c'est légitime, de beaucoup d'interrogations, même si c'est un mode de paiement qui est généralisé dans presque tous les pays européens. Il y aura le déploiement pour l'ensemble des assurés et les actes de soins pour la fin de l'année 2017. Et j'ai moi-même rappelé plusieurs fois que ça ne pourra être fait que si les solutions techniques sont simples et permettent aux médecins d'avoir la garantie qu'ils seront payés de leurs actes dans un délai aussi court que possible. C'est la condition pour que ce système puisse être viable et accepté. Voilà pour le message, pour rassurer, Claude Lepine. Non, mais je suis assez d'accord qu'il y a un effet qu'on surjoue. Cette histoire vous me pardonnerez, cette histoire de tiers payant généralisé. Du côté de la ministre, on la vend comme une grande mesure sociale, alors qu'aujourd'hui, les patients les plus pauvres sont déjà en tiers payant. Toutes les 5 millions de gens qui bénéficient de la CMU, plus les gens qui... Oui, c'est-à-dire que plus toutes les catégories des gens qui sont dites exemptés, tickets modérateurs, les femmes enceintes, certains enfants, les gens de la CS. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en tiers payant aujourd'hui, et ce sont ceux qui ont le plus besoin du tiers payant, c'est déjà fait. Bon. Alors,
l'autre, alors bien sûr, il y a l'effet d'aubaine, bien sûr, les gens préfèrent ne pas payer que payer, bon, que ça soit populaire, c'est vrai, mais on ne peut pas survendre ça comme une grande mesure sociale. À l'inverse, je pense effectivement que ça ne fait pas disparaître le médecin de proximité, que ça ne fait pas disparaître l'attachement qu'on a à son médecin c'est clair. général. Pour vous, il n'y a pas ce risque-là. Il n'y a pas de risque de démédicalisation de la France, et il n'y a même pas de risque de transfert sur les centres de soins mutualistes. Bon. Je pense qu'on est assez attaché sur les cas. Alors, que le cabinet change, on passe à des cabinets plus de groupes, moins individuels, ça c'est vrai, mais c'est pas nécessairement Là, je voudrais mauvais, faire réagir Annie David, voilà. parce que vous auriez même souhaité que la ministre aille plus loin. Ça va faire hurler Éric Henry. Alors, où voulait-on aller? Rappelez-moi, parce que nous, à part aller plus loin que le tiers payant généralisé, je ne vois pas trop où on peut aller. C'est déjà pas facile de l'obtenir. Oui, voilà, c'est ça. Ah, moi, mais non, ça, je crois pas que Il y c'est a ce que... d'autres points, quand même. Non, nous, on souhaitait en effet le tiers payant généralisé, et j'entends ce que vous dites, et c'est ce que nous avons dit d'ailleurs pendant le débat. Aujourd'hui, les populations les plus demandeuses de ce tiers payant l'ont accès. Sauf qu'il reste encore pas mal de gens, et je pense notamment à nos jeunes étudiants, et on le sait bien que parmi les étudiants, de plus en plus parmi eux, repoussent les soins, retardent les soins, parfois ne se soignent même pas du tout, ou alors arrivent au moment du soin un peu tardivement, entrent en soins trop tardivement. Donc peut-être la MMDE qui est en faillite parce qu'en plus elle faisait pas bien le boulot, elle ne remboursait pas les soins. Peut-être que sur le tiers payant, nous, il nous semble que c'est pas ça qui va mettre la médecine libérale en péril. Et j'entends les arguments. D'ailleurs, François Hollande apparemment aussi les entend, puisqu'il dit que ce sera pas avant 2017 et qu'il faut en effet le temps de déployer sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des cabinets, les moyens disponibles pour pouvoir permettre ce tiers payant. Il nous a déjà dit en oui, mais c'est pour ça que moi je comprends pas non plus. Ça risque quand même de changer, de compliquer d'une manière très objective les tâches administratives du médecin. Nous le verrons. Juste André Consponville, excusez-moi Claude Le Pen, oui. On a compris sur ce point, vous êtes d'accord qu'il n'y aura pas de rupture pour la médecine libérale, médecine de proximité, appelons-la comme on veut. André Consponville, pour conclure ce débat, est-ce qu'on peut aujourd'hui, et je vous repose la même question au début, quand on a entendu tous ces différents points de vue, toucher, faire progresser notre système de santé, ou est-ce que quand même, eh bien, parfois, il hystérise un peu le débat, il provoque des grincements et c'est tout à fait normal? C'est normal qu'il y ait des grincements. Moi, ce qui m'inquiète en France, c'est que les gens veulent empêcher des réformes qui ont été démocratiquement décidées. Alors, on a le droit de faire grève, on n'a pas le droit de casser la figure d'un cadre. On a le droit de manifester quand ça n'est pas interdit par la préfecture. On n'a pas le droit de bloquer les routes. Par exemple, cet été, les paysans ont bloqué les routes. C'est défendu par la loi. Il n'y a jamais eu la moindre sanction. Les taxis bloquent les routes dès qu'on menace leur statut. Je n'ai jamais vu une seule sanction. Alors, il ne faut pas s'étonner si l'ordre républicain n'est pas respecté, si effectivement les jacqueries menacent. Donc, on a le droit de se battre, on a le droit de manifester, de faire grève aussi longtemps qu'on veut. Les pilotes d'Air France peuvent faire grève pendant 6 mois s'ils le veulent. Je pense qu'Air France n'y survivra pas, mais c'est leur problème. Enfin, c'est le nôtre aussi. On n'a pas le droit de violer la loi. Et je crois que ce rappel à la loi, c'est ce qui manque le plus dans le climat social français. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce débat. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long. On aura l'occasion d'en reparler, puisqu'évidemment, je crois que vous avez d'autres actions à venir. Donc, vous serez de nouveau réinvité sur ce plateau. En novembre. Merci beaucoup. Allez, la suite de votre émission, et c'est l'expression du jour qui fait réagir, on vient d'en parler, la chienlit déterrée par Nicolas Sarkozy qui évoque ainsi, selon lui, un délitement de l'État. Les critiques fusent à gauche et les réactions sont très nombreuses. On en parle, c'est l'édito de Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Chienlit, c'est donc l'expression utilisée par Nicolas Sarkozy pour décrire le climat social dont on parlait avec nos invités, le climat social du pays. Et cette expression, elle a entraîné un déluge de réactions. Ben oui, qui l'eût cru, Sonia, le mot chienlit s'est retrouvé dans les tendances France de Twitter. De nombreux journalistes ont tweeté la réaction de Nicolas Sarkozy devant les députés Les Républicains. Aurélie Herbemont d'Europe 1 écrit, je cite, « Sarkozy a évoqué une situation de chienlit en France en parlant d'Air France, du policier du 93 et de la mobilisation des médecins. » Et certains ont senti très vite que la saillie de Nicolas Sarkozy allait monter en mayonnaise, à l'instar de la députée Les Républicains, Laure de la Raudière, vous savez, elle est soutien de Bruno Le Maire, qui, au sortir de la réunion, tweet, je cite, « C'est la chienlit, voilà ce que vous allez entendre aujourd'hui sur vos ondes. » Et cela n'a pas manqué lors des questions d'actualité au gouvernement
à l'Assemblée nationale. Le député Alain Chrétien a repris le mot chienlit pour interroger Manuel Valls, un peu comme un élément de langage. Un mot, vous l'avez dit déjà, jugé dangereux par le Premier ministre, qui a été visiblement très agacé et qui enflamme le débat, comme il l'a précisé au micro de Public Sénat. Alors les internautes se sont écharpés littéralement sur les réseaux. D'autres étaient déjà lassés, comme Gilles Boyer, le conseiller d'Alain Juppé, qui est fidèle à ses petites piques numériques envers Sarkozy. Il tweet « Je sens qu'on va passer la semaine sur le mot chienlit » avec des tweets, des rappels historiques, des débats télé et des tribunes dans la presse. Et alors justement, Sonia, si je vous dis chienlit, vous me répondez... De Gaulle. Eh bien oui, De Gaulle qui est décidément à la mode ces temps-ci. Alors les sites d'infos ont évidemment fait le rappel historique. Quand en mai 68, le général De Gaulle a dit en Conseil des ministres « La réforme, oui, la chienlit, non ». Alors le Figaro, pour l'occasion, a publié sur son site, c'est plutôt pas mal, l'article paru dans le journal à l'époque. Quant à moi, j'ai été faire un petit tour sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, et qui précise que le général aurait déjà employé cette expression en 1944. C'était en descendant les Champs-Élysées. Il s'adressait à Georges Bidault, résistant. Alors, Bidault, c'est la chienlit. Bon, il faudrait quand même aller vérifier, parce que c'est Wikipédia. Il faut vérifier parfois. Mais j'ai aussi appris, Sonia, qu'à l'origine, c'est un mot très ancien et qui désigne un personnage du carnaval de Paris, le postérieur barbouillé de moutarde, chienlit, un mot fleuri qui a été utilisé ensuite par Rabelais. Alors, chienlit, or not chienlit, une chose est sûre, c'est la De Gaulle attitude, comme le résume bien ce dessin d'Hervé Baudry, si on peut le voir. Le voici, on le voit à l'écran, la De Gaulle attitude. Voilà, Hervé Baudry qu'on retrouve ce jeudi dans notre émission. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. Vous êtes en direct sur Public Sénat. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que c'est votre nouvelle émission. On va plus loin, 22h, 23h30. Et tout de suite, un nouveau repère de l'actualité avec Paul Bouffard. France de race blanche. Nicolas Sarkozy pose un ultimatum et donne 24 heures à Nadine Morano. Lors d'un bureau politique, le président des Républicains lui demande d'exprimer des regrets après ses déclarations sur la France, un pays de race blanche selon la députée. Des regrets qui permettraient à Nicolas Sarkozy de reconsidérer la situation de Nadine Morano et de conserver son investiture au régional en Meurthe-et-Moselle. Les suites de l'affaire Air France, la porte-parole du Parti socialiste, Juliette Méadel, qualifie d'inacceptables les incidents qui mériteraient, selon elle, des regrets de la part des syndicats. Elle indique que la direction de la compagnie et les syndicalistes doivent chacun faire un pas vers l'autre. Violence insupportable et inexcusable, selon Philippe Vigier, le chef des députés UDI à l'Assemblée. Selon lui, le risque aujourd'hui est de voir disparaître le groupe Air France. 18 mois de prison avec sursis et 150 000 € d'amende requis à l'encontre de Fawzi Lamdaoui, l'ancien conseiller de François Hollande, est jugé pour abus de biens sociaux et blanchiment. En 2014, l'homme avait dû démissionner de son poste à l'Élysée suite aux révélations de l'affaire. L'hémicycle du Sénat, presque plein, 305 sénateurs sur 348 étaient présents aujourd'hui, pour la toute nouvelle formule des questions au gouvernement. Un rendez-vous né du nouveau règlement du Sénat qui, vous le savez, mettant en avant une mesure forte, des sanctions financières pour lutter contre l'absentéisme des parlementaires. Manuel Valls, présent cet après-midi, salue ce changement. C'est vivant, ça permet un dialogue entre le Sénat, majorité ou opposition sénatoriale, et le gouvernement. Et je pense qu'en plus, je le dis au président Larcher, l'hémicycle, moins passionné, moins vaste d'ailleurs que celui de l'Assemblée nationale, permet peut-être davantage ce dialogue et d'avoir une séance vivante, c'est le but. Et puis, grâce aux nouvelles mesures prises par le Sénat, il y avait beaucoup de sénateurs. C'est ce que je veux dire, il y a du monde pour venir vous voir. J'ai vu des visages que je ne connaissais pas, mais c'est bien, ça permet, je pense, au Sénat et au Parlement d'une manière générale de gagner en force et en crédibilité. Tout de suite, on retrouve Sonia et ses invités pour analyser l'escalade de la violence au Proche-Orient.
Et c'est un peu le conflit oublié, à tort bien sûr, car ce qui se passe sur le terrain au Proche-Orient est majeur pour la région. De violents heurts n'en finissent plus d'opposer Palestiniens et Israéliens comme un parfum de troisième intifada. Alors qu'en est-il réellement? On va en parler dans quelques instants avec nos invités, mais d'abord le rappel des faits et des derniers développements avec Julie Hulin. Chaque jour, la situation semble se détériorer un peu plus. Hier, Benyamin Netanyahou avait promis encore plus de répression, donnant carte blanche à ses forces de sécurité. Les paroles ont aussitôt été suivies des actes. Tôt ce matin, Israël a démoli 2 maisons de Palestiniens pour punir les auteurs d'attentats. Les suites d'une flambée de violence qui secoue la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Ces derniers jours, 4 Israéliens ont été tués, entraînant des représailles de l'armée et provoquant de violents heurts, où 2 jeunes Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats. Ce midi, les funérailles d'un de ces enfants ont eu lieu en présence d'au moins 1 millier de Palestiniens. Peu de temps après, de nouveaux affrontements ont débuté. Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé aujourd'hui ne pas vouloir d'une escalade militaire et sécuritaire. Ce soir, des responsables des forces de l'ordre israéliens et palestiniens doivent se rencontrer pour tenter d'apaiser les tensions et éviter ce que tous redoutent, une 3e intifada. Et c'est la question Proche-Orient, l'embrasement, point d'interrogation bien sûr. On en parle avec nos invités ce soir. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes spécialiste de la question, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient. Avec nous également ce soir Gilles-William Goldnadel, bonsoir. Bonsoir. Avocat, écrivain, président de l'association France-Israël. Et vous revenez tout juste à l'instant d'Israël. Merci donc d'être avec nous. Nicole Bacharan, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes spécialiste des États-Unis, historienne, auteur de nombreux ouvrages, dont notamment Les secrets de la Maison-Blanche. Et nous accompagne également ce soir Gilbert Roger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Palestine au Sénat et également sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis. Alors, messieurs, madame, nous sommes tous plongés en ce moment, concentrés sur ce qui se passe en Syrie, en Irak, la guerre contre Daesh. Et Jean-Paul Chagnolot, est-ce qu'on en oublie donc, malheureusement, ce qui se passe au Proche-Orient? Ce qui se passe au Proche-Orient, on ne l'oublie pas, mais effectivement, ce qui se passe en Israël-Palestine, on l'oublie à tort, parce qu'on a tendance, et les chancelleries très souvent estiment que c'est un conflit périphérique, c'est un conflit qu'on n'a pas à prendre en priorité, alors qu'en fait, je crois qu'il y a une vraie centralité de la question israélo-palestinienne. C'est pas si on réglait la question israélo-palestinienne, c'est pas ça qui va évidemment régler la question syrienne ou la question irakienne, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que ça donnerait un énorme apaisement dont on n'a pas idée. Il suffit de réfléchir à ce que pourrait être une paix, c'est-à-dire un État palestinien à côté d'un État israélien. Je pense que ça changerait beaucoup la donne. Malheureusement, on ne s'intéresse à cette question que lorsqu'il y a des flambées de violence comme aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est assez incroyable, Gilles-William Goldnadel, ce glissement du centre de gravité de notre attention médiatique et politique. Il y a quelques années, ces heurts, ces violences faisaient la une de tous les journaux, dès 20h. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme si on s'était quand même un petit peu habitué. Non, je ne crois pas que ça soit du... D'abord, je n'ai pas l'impression que le conflit israélo-palestinien soit oublié. Il suffit d'ailleurs que... Vous entendez les mêmes discours politiques? Non, mais écoutez, il suffit, j'observe qu'il suffit qu'il y ait des heurts et quelques morts pour qu'on en fasse aujourd'hui un débat et pour qu'on en parle quand même. Donc, dire qu'il est oublié, c'est faux. C'est une question, au contraire, qui hante les consciences et je pense au contraire qu'il y a une focalisation excessive. Mais il est vrai que dans un conflit, lorsqu'on voit ce qui se passe en Syrie, lorsqu'on voit des centaines de milliers de morts, lorsqu'on voit que les Saoudiens bombardent un mariage et qu'il y a 200 victimes, que les Français bombardent en Syrie et qu'il y a 30 enfants soldats qui sont tués, que l'OTAN bombarde. Certes, la liste est longue. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque on s'aperçoit que la guerre ça existe autre part qu'au Proche-Orient. Alors même lorsqu'on a tendance à trop focaliser sur la question israélo-palestinienne, la réalité finit par reprendre le dessus. Voilà. Gilbert Roger, est-ce que c'est votre avis? Parce que pour préciser ma question, c'était est-ce que les politiques encore ont une vision de ce qui se passe là-bas, d'une solution qui pourrait arriver là-bas? C'est ça la question. On s'y intéresse par ce biais-là, ce qui est le plus important. Moi, je crois que les politiques ont un problème, c'est qu'ils ne savent pas par quel bout retrouver une clé
qui leur permettent d'aller à une solution de la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Et là, on va utiliser peut-être ces événements extrêmement graves de toute façon, mais comme l'annonce, je lisais un peu dans la presse, de dire tiens, une nouvelle intifada. Il va peut-être falloir qu'on réagisse un peu. Vous n'êtes pas d'accord avec l'utilisation du mot qui, rappelons-le, signifie soulèvement? Non, c'est pas que je suis à me dire que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle intifada qu'on va régler la chose. Je pense que maintenant, il est assez d'essayer de dire on passe de tension à des périodes de calme. Il faut aller à la reconnaissance de l'État de Palestine et il faut faire que ce soit des discussions. Loin. Pour le moment, on va en parler. Mais Nicole Bacharan, l'un des grands acteurs dans ce dossier, dans ce conflit, c'était, est-ce que je peux le mettre au passé, c'était les États-Unis? Je crois qu'en ce moment, en tout cas, vous pouvez le mettre au passé. Je pense que Barack Obama, puisqu'il s'agit de lui, il n'y a pas d'autre acteur principal du côté américain qui puisse vraiment agir sur ce conflit. J'ai envie de dire, il a beaucoup d'autres soucis, et il n'a particulièrement au Moyen-Orient. Et qui plus est, il me semble qu'il n'a pas d'interlocuteur, ni d'un côté ni de l'autre. On sait que sa relation, ni Abbas. On sait que sa relation avec Netanyahou est très mauvaise, qu'il n'y a pas de confiance entre les deux, que l'accord sur l'Iran en particulier est quand même un point de friction, mais bien au-delà de ça. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas, ils ne se parlent que quand ils sont obligés. Et qui plus est, Netanyahou est quelqu'un qui n'a pas de marge de manœuvre aujourd'hui. Il a une voix de majorité à la Knesset, donc il ne peut pas faire de concessions. Et de l'autre côté, Mahmoud Abbas, honnêtement, il représente quasiment plus rien. D'après les sondages qu'on peut avoir, il y a environ 2/3 des Palestiniens qui souhaitent qu'il parte. Je veux dire, il a été élu il y a 11 ans pour un mandat de 4 ans. Il est toujours là. On sait qu'il y a beaucoup de raisons, en fait, qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais le fait est qu'il n'y a pas eu d'élection. Il obtient des choses symboliques, comme la reconnaissance de l'État palestinien. Le drapeau flotte. Voilà, le drapeau flotte, État observateur. Mais pour les Palestiniens, ça ne signifie rien. Et Gilles-William Goldnadel, vous êtes d'accord sur Benyamin Netanyahou? Pas de marge de manœuvre, ce qui explique peut-être une intransigeance? Je suis d'accord sur l'entier constat qui vient d'être dressé par Madame Bacharan. D'abord, c'est l'échec d'Obama. Obama aurait pu faire quelque chose au début de son mandat. Il aurait dû, de mon modeste point de vue, tordre avec la même force les deux bras, palestiniens et israéliens. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, ses rapports avec Netanyahou sont exécrables, c'est vrai. Ensuite, on a une double impasse, parce que du côté palestinien, forcément, c'est ma vision, M. Abbas est un faux modéré, il vient encore de tenter d'enflammer les esprits à propos de la querelle complètement fantasmatique du mont du Temple ou de l'esplanade des mosquées. Et puis sur qui est libre d'accès de nouveau, je le précise ce soir. Et au plan israélien, vous avez un leader israélien qui est beaucoup plus pragmatique qu'on ne le dit en France, mais qui en même temps, et Madame Bacharan l'a rappelé, est totalement maintenant prisonnier d'une majorité non seulement étroite, donc mais vous beaucoup lui plus trouvez à lui à des droite circonstances atténuantes et selon vous... J'ai la faiblesse de tenter effectivement de comprendre davantage le point de vue israélien que le point de vue arabe de Palestine, on ne peut rien vous cacher. On l'avait bien compris, Jean-Paul Funiello, Abbas modéré, mais il faut toujours préciser les choses. Oui, c'est mieux. Non, je crois que... Enfin, vous savez, ces débats ont quelque part quelque chose de répétitif, malheureusement. Malheureusement, oui. Donc moi, je voudrais repartir d'une idée. Il n'y a pas d'un côté les Palestiniens et de l'autre côté les Israéliens. Je ne vais pas en casser le micro, mais il y a une réalité d'occupation. Alors je sais bien qu'il y en a qui sautent au plafond devant cette évidence. Il y a une occupation militaire. Et quand on parle d'intifada, c'est-à-dire de soulèvement, ça veut dire qu'il y a des mômes, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je dis des mômes. L'universitaire que je suis, il travaille avec des mômes, avec des gens qui ont 20 ans. Et ces mômes, ils veulent avoir un avenir. Et dans les territoires, j'étais il n'y a encore pas très longtemps, il n'y a pas d'avenir. Donc c'est tout à fait légitime que ces jeunes se soulèvent, quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc tant que l'occupation durera, on aura encore ça. Et c'est vrai que du point de vue politique, les marges de manœuvre sont faites parce qu'il n'y a pas de pression extérieure. Il est bien évident que les Palestiniens sont faibles et en plus ils sont divisés entre le Hamas à Gaza et puis
Mahmoud Abbas qui est quand même vraiment aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile, le moins qu'on puisse dire. Bon, et quant à la droite israélienne, elle n'a jamais été aussi forte. Alors, Netanyahou n'est pas simplement un pragmatique, c'est aussi un idéologue. C'est un idéologue pragmatique, c'est un bel oxymore, ça. Mais je crois fondamentalement qu'il est à la tête de courants politiques qui ne veulent pas entendre parler d'un État palestinien. Ils le disent, d'ailleurs, ils le disent. Donc voilà, donc, comme la configuration est celle-là sur le terrain, la seule chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une intervention extérieure. Or, d'où ça peut venir? De la France? Certainement pas. Je l'ai posé la question à Gilbert Roger. Oui, des États-Unis, on vient de l'évoquer, donc c'est malheureusement une situation bloquée, donc tout le monde va souffrir, les Palestiniens, mais aussi à terme les Israéliens. Juste une parenthèse, Gilbert Roger, la Voix de la France, parce que moi je me souviens que vous aviez été très ému ici au Sénat quand il y a eu la reconnaissance donc, symbolique quand même de la Palestine. Vous avez même eu un moment d'émotion, ça représentait quoi pour vous? Mais je pense que c'est une avancée importante parce que je sentais bien, je vous en parlais tout à l'heure, je sentais bien qu'il y avait énormément de réticence ici en France pour essayer d'aller à cette démarche. Mais je dirais, un an après, où en sommes-nous? Le ministre Laurent Fabius a tenté la conférence internationale à Paris, échec. Échec, pas la sienne personnellement, mais personne n'a voulu. Mais il a tenté quand même. Mais il a tenté quand même. Donc, je poserai la question en disant un an après, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je dis oui, la reconnaissance. Et j'en profite peut-être un peu. Le 14 décembre, ici même au Sénat, je vais organiser un colloque sur comment est-ce qu'on vit dans ces colonies et dans ces territoires palestiniens qui sont colonisés. Et on va le faire non pas uniquement avec des Palestiniens, mais aussi avec des Israéliens qui eux-mêmes disent que c'est un danger pour eux et pour leur société que de développer ces colonies. Gilles-William Goldnadel, vous iriez à ce colloque pour débattre, pour discuter? Moi, en général, confronter votre point de vue. En général, je me rends au débat courtois. Donc je ne vois pas pourquoi je ne m'y rendrai pas, mais je n'ai pas encore entendu d'invitation. Non, plus sérieusement. Ils ne sont pas faites encore. Plus sérieusement. Moi, je veux bien cette vision irénique que je connais de M. Chaniolo. La réalité, telle que je la vois, moi, c'est que c'est bien d'avoir de la compassion pour les Arabes de Palestine. Mais les Arabes de Palestine, s'ils avaient un mouvement national palestinien qui soit moins irrédentiste, qui davantage comprend qu'il faut aussi un État pour le peuple juif. Aujourd'hui encore, un dernier sondage, malheureusement, 81% Arabes de Palestine considèrent que peut-être il faut un État palestinien, mais qu'en tout état de cause, à la fin du fin, il faudra un État uniquement pour les Arabes de Palestine. Je suis même pas dans le jugement, je suis dans la constatation. Donc, vous me dites que les jeunes sont désœuvrés ou qu'ils n'ont pas d'avenir. Eh bien, évidemment, s'ils n'avaient pas d'un côté le Hamas qui fait ce qu'on fait à Gaza et de l'autre côté une autorité palestinienne non seulement corrompue, mais qui n'a jamais, encore une fois, qui ne s'est jamais résolu un véritable compromis. Alors évidemment, on aurait en face peut-être un interlocuteur israélien qui serait davantage dans la confiance. Les Israéliens, M. Chaniolo, n'ont pas envie de jouer leur vie et leur sécurité avec des partenaires soit islamistes, soit corrompus. Moi, je crois que c'est bon. Alors, c'est une vision. J'aurais une vision irénique. Là, c'est une vision complètement catastrophique, évidemment, complètement fantasmée. Les choses sont infiniment plus complexes de part et d'autre, de part et d'autre, de part et d'autre, de part et d'autre. Ça veut dire aussi que du côté israélien, vous avez des fanatiques, vous avez des équivalents du Hamas en termes de, vous avez des types modérés. Moi, je vais vous les présenter. C'est pas un problème. Il y en a même en France. Je peux vous les présenter quand vous voulez. Donc, vous avez ce type de mentalité aussi. Bon, mais quand je parlais de ces jeunes, il faut quand même voir ce que ça signifie la vie aujourd'hui dans les territoires palestiniens occupés ou enfermés à Gaza, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas voyager, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir d'avenir. Donc c'est ça. Et on est en train de mettre, et moi si j'étais israélien, j'ai pas mal d'amis israéliens, plutôt de gauche, ce qu'il en reste, c'est qu'ils critiquent
ce système de discrimination systématique dans laquelle les Palestiniens vivent. C'est pas du tout faire du catastrophisme, c'est une réalité quotidienne. Un simple voyage, comme je l'ai fait il y a encore quelques mois, entre Naplouse et Ramallah avec des Palestiniens, c'est vraiment très compliqué, quoi. Quand on est un jeune Israélien, bon, on a un pays relativement moderne et puis on peut faire plein de choses. Donc je crois que c'est ça le problème, c'est qu'il faut quand même voir aussi les choses. Je ne nie pas que le Hamas soit une bande de type dangereux et totalitaire. Je ne nie pas qu'il y ait des extrémistes du côté palestinien. Mais vous dites qu'il y en a, mais il y en a aussi du côté camp. israélien. Bien sûr, certains colons israéliens sont des types dangereux, évidemment. Mais si on se rend dans les territoires palestiniens, à l'évidence, on voit que la vie est extrêmement dure, qu'il n'y a pas d'avenir, que les jeunes sont désœuvrés, qu'ils ne peuvent pas faire les études qu'ils souhaitent, qu'ils ne peuvent pas voyager, qu'ils n'ont pas d'emploi, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ce constat-là que la clé est nécessairement uniquement en Israël. C'est vrai qu'en Israël, vous avez aussi un pays qui se sent menacé dans son existence et qui se demande chaque fois qu'il a rendu un morceau de territoire, je pense à Gaza, qu'est-ce qu'il va trouver à sa frontière en matière d'islamistes déchaînés, pire que ceux de la génération précédente. Donc ils peuvent pas jouer avec ça, même si la situation des Palestiniens est déplorable. Qui plus est, les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas les seuls acteurs de la région. Je veux dire, que fait l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte? Ce sont des pays... Alors la Jordanie et l'Égypte la Jordanie est occupée quand même à un conflit à cette frontière. Exactement. Avec et ce sont Daesh des pays on peut leur trouver des comme les États-Unis d'ailleurs, pourraient jouer un rôle pour proposer d'intégrer Israël avec des concessions diplomatiques, des concessions commerciales, qui est une garantie de sécurité. À mon avis, la clé en ce moment, elle est beaucoup plus dans les pays arabes alentours qu'aux États-Unis, parce que la vérité, c'est ce que vous disiez, Sonia, ce que vous disiez au début. Il faut être honnête, tout le monde s'en désintéresse de ce conflit en ce moment, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus urgents, qui font plus de morts, qui sont plus dramatiques immédiatement, et la crise des réfugiés qui nous concerne, nous, au premier chef. Vous n'avez pas entendu Vladimir Poutine, qui a pourtant fait une accusation en règle du monde occidental et des États-Unis en particulier, pas un mot là-dessus. Donc tout le monde s'en désintéresse. Il y a un État qui joue sa vie, c'est Israël, des Palestiniens qui sont dans une situation catastrophique, et face à face, ça n'avancera jamais. Jamais. Donc il y a des États arabes qui peuvent jouer un rôle. Mais je crois que et les Israéliens et les Palestiniens ont les deux la crainte que les conflits et les urgences qui se passent autour d'eux ou à proximité d'eux leur montrent qu'ils peuvent finir par être les oubliés de l'affaire. Et ici même, au Sénat, le président de notre commission, Jean-Pierre Raffarin, nous avons reçu le Premier ministre, il vient de démissionner, mais d'Égypte. Lorsque nous l'avons reçu ici en audition, il nous disait que son propre territoire était pris presque en tenaille entre ce qui se passe d'un côté sur Gaza, mais aussi ce qui se passe en Libye. Donc le pays a ses problèmes personnels, plus ce qui se passe à ses frontières, ça fait beaucoup. Mais tout l'intérêt d'un gouvernement qui pourrait être démocratique. Le problème, c'est que M. Netanyahou, c'est quand même pas le summum du respect démocratique. Il est plus démocrate que tous les pays arabes de la région. Mais enfin, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses, moi, je dis, sur le curseur français, il y a des gens qui sont à l'extrême. Il a été élu, mais il y en a pas M. Abbas. Il a été élu, mais il est plutôt à l'extrême droite pour moi que modéré. Il se trouve que vous n'êtes pas électeur, vous. Oui, mais je ne suis pas électeur, mais je ne confonds pas. Moi, je suis électeur en France. Mais vous avez des points de vue, mais chacun, on peut respecter vos différents points de vue. Je pense que c'est compliqué de travailler aussi avec quelqu'un qui a une réflexion et une idéologie très difficile. Jean-Paul Chaniello, et puis après on va aller sur le rôle d'Israël dans la région par rapport à la guerre contre Daesh. C'est un sujet dont on parle peu encore. Non, je crois que si vous voulez, c'est un peu des argumentaires circulaires. Évidemment, je récuse complètement l'idée que d'un côté, il y a le danger, la sécurité d'Israël. Bien sûr que c'est fondamental, la sécurité d'Israël. Mais est-ce que c'est en occupant comme ça depuis des dizaines d'années qu'à terme, on aura vraiment une sécurité de l'État d'Israël? Bien sûr que non. La sécurité d'Israël... Personne ne pense ça. Personne ne dit ça. Je termine. La sécurité de l'État d'Israël, elle ne peut pas se faire sur l'insécurité des Palestiniens. Quant aux États arabes, il y a eu
eu, il y a maintenant très longtemps, c'est en 2002, un plan arabe qui était un plan qui consistait à dire si Israël se retire des territoires, si elle se conforme à certains principes fondamentaux du droit international, eh bien la Ligue arabe va entrer dans un autre processus diplomatique avec une reconnaissance de l'État d'Israël. Et je pense que cette carte-là, qui a été réitérée à plusieurs reprises, est importante. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'États arabes qui sont prêts, évidemment, c'est le cas de la Jordanie maintenant, c'est le cas de l'Égypte, mais il y en a bien d'autres. Donc je pense qu'on pourrait très bien avoir cette ville. Les États arabes, on n'est plus dans les années 70 ou 80, on est vraiment dans un autre schéma. Et par conséquent, je pense que ce serait tout à fait possible. Mais aujourd'hui, juste un dernier mot pour dire qu'aujourd'hui, les gens au pouvoir, les ministres au pouvoir, moi j'ai vu de très près ce nouveau gouvernement, ils ne veulent pas entendre parler d'un État palestinien. C'est pas une question de sécurité, ils ne veulent pas entendre parler d'un État palestinien. Et maintenant, Gilles William Goldnadel, est-ce que Israël, pour peut-être un jour arriver à la solution, peut compter sur des alliés objectifs qu'elle n'avait pas avant, sachant qu'il y a ce qui se passe avec Daesh en Syrie? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Égypte, la Turquie sont des alliés objectifs d'Israël et elle peut compter sur ces pays-là? Ou alors, personne dans la région, selon vous? Non, mais le problème est insoluble sans un accord des populations concernées, arabes de Palestine et juifs d'Israël. Il faut des leaders pour parfois. Non, mais bien entendu, mais ce que je veux dire, pour répondre en deux mots, les stratèges israéliens n'ont pas, pardon de le dire, n'ont pas besoin de Jean-Paul Sayanolio pour savoir que ça serait beaucoup mieux un État d'Israël avec des frontières peut-être plus restreintes, mais acceptées de bon cœur par ses voisins, plutôt que d'être dans cette situation-là. Il n'y a aucun doute. Malheureusement, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Et ce que je souhaite simplement... Dans ce débat-là, ce n'est pas le cas non plus. Non, mais a des avis vous savez, respecter. Dans le débat général... Oui. Mais arriver à considérer que la puissance occupante est une victime, c'est quand même gonflé. Non, mais ce n'est pas une victime. Mais il y a une question. Non, mais vous savez... William le fait comme si c'était... Je vous en prie. Quels alliés aujourd'hui? Je dis simplement, pour le débat en France, ce que je souhaite simplement... Je ne prétends pas du tout que les Israéliens sont parfaits. Je souhaiterais simplement en France, et c'est important du point de vue européen, qu'on ait autant l'esprit critique à l'égard d'Israël plutôt à l'égard des Arabes. Si vous pensez un seul instant, que les Français manquent d'esprit critique à l'égard d'Israël, alors c'est un point de vue extrêmement original que je vous laisse. Très sincèrement. Allez, on conclut, oui. Oui, non, je dis simplement... Ne pas jeter d'huile sur le feu. La situation, ni d'un côté ni de l'autre. Absolument. La situation est d'une complexité extrême. Mais lorsque j'entends de la part de Monsieur Roger que ce serait Monsieur Benjamin Netanyahou qui ne serait pas démocratique. Non mais est-ce que regardez un peu ce qui se passe dans le monde arabe et notamment dans le monde palestinien. Nos invités, vous l'avez compris, c'est un débat toujours qui hystérise et c'est normal. Et c'est un débat, il est vrai, qui est éternel. On aimerait qu'un jour qu'il y ait une solution. En tout cas, merci d'avoir participé et d'avoir affiché vos points de vue toujours tranchés sur ce sujet. La suite de votre émission, tout autre chose à présent. Je vous propose de découvrir un nouveau rendez-vous dans cette émission. Vous allez le voir, une manière différente de découvrir les lois de la République, leur histoire et leur naissance, c'est important. Et on va inaugurer cette série avec des lois autour de l'adultère. C'est la folle histoire des lois. De nos jours, si votre épouse vous trompe, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Mais jusqu'à une époque récente, la loi était de notre côté, à nous, les maris trompés. Le code pénal de 1810 punissait en effet l'adultère de 2 années d'emprisonnement. Quoi ? 2 ans de prison ? Pour un délit que les députés commettaient eux-mêmes chaque semaine ? Mais non, Bougredane, ils avaient fait des choses bien. Le délit d'adultère ne s'appliquait qu'aux épouses et non aux époux. C'est la femme adultère qui encourait 2 ans de prison. Le mari, lui, pouvait librement s'amuser tant qu'il n'entretenait pas sa maîtresse au sein même du domicile conjugal, faute de quoi il encourait tout de même 2000 francs d'amende. Tenez, mon brave. Merci, monsieur le comte. À demain. À demain.
Mieux encore préciser notre code pénal, est excusable le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, c'est-à-dire l'amant, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale. Oh! Meurs donc, traînée, fille de joie! Et toi de même, canaille, cornez-vous! Et voilà! Il n'y a plus qu'à appeler les gendarmes pour qu'ils enlèvent les corps. Eh bien, figurez-vous que ces lois qui nous paraissent d'un autre temps étaient encore en vigueur à une époque pas si lointaine. Il a fallu attendre 1975 pour qu'elles soient enfin abrogées. Le délit d'adultère disparut alors à l'occasion d'une réforme législative qui déclara horreur suprême que dans le couple, la femme est l'égale de l'homme. Tu veux pas mettre les infos là? Ben non, il y a PSG Marseille. Voilà pour ce nouveau rendez-vous qu'on retrouvera régulièrement. Il est 23 h, le rappel des titres de l'actualité avec Paul Bouffard. Au Sénat, les parlementaires adoptent la loi santé dans une version expurgée du tiers payant généralisé, une mesure décriée par les médecins libéraux et la droite sénatoriale. Le texte doit à présent faire l'objet d'une commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs pour dégager un compromis. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonce qu'elle réintroduira cette mesure lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale où la gauche est majoritaire. Après le déluge, difficile retour à la normale sur la Côte d'Azur. Les 2 Allemands portés disparus ont été retrouvés sains et saufs. 2 personnes n'ont toujours pas donné signe de vie. Ce soir, les sénateurs derrière leur président Gérard Larcher se mobilisent. Ils s'inquiètent en particulier des conditions d'indemnisation. On écoute Louis Nègre, le sénateur maire de Cagnes-sur-Mer, présent à cette réunion. Le Sénat et le président vont peser de tout leur poids pour faire en sorte que les assurances jouent le jeu et le plus rapidement possible. On sait que c'est un dossier difficile chaque fois avec les assurances. Donc le président du Sénat et le Sénat pèsera de tout son poids pour faire en sorte que les gens soient remboursés le plus vite possible. Moi, je transpire. La colère gronde chez les policiers. Ils réclament des comptes à Christiane Taubira après qu'un braqueur récidiviste et en cavale ait blessé un de leurs collègues. Le drame prend une tournure politique alors que la victime est entre la vie et la mort. Julie Hulin. Pourquoi ce détenu en cavale avait-il obtenu une permission? Au lendemain du drame qui a laissé un policier de 36 ans dans un état critique, les syndicats de police et la droite exigent des réponses de la part de Christiane Taubira. Évoquant des interrogations légitimes, la ministre de la Justice a annoncé dès ce matin la commande d'un rapport précis sur les événements avant de déclarer qu'elle envisageait de mettre en place systématiquement des escortes pour certains détenus en permission. Cet après-midi, Bernard Cazeneuve a lui refusé de justifier une décision de justice. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur une décision qui a été prise par un juge, parce que la séparation des pouvoirs existe, et qu'y compris lorsqu'il y a de l'émotion et lorsqu'il y a des drames, les principes de droit doivent être appliqués. Le ministre de l'Intérieur qui a tenu à rappeler que le détenu n'avait été signalé comme radicalisé puis fiché qu'après son évasion. Et en France, actuellement, pour Nicolas Sarkozy, c'est la chienlit, c'est le délitement de l'État. L'ancien président de la République qualifie la situation actuelle du pays de ces termes. Le Premier ministre Manuel Valls, lui, regrette l'utilisation d'un mot dangereux. Le même Manuel Valls qui ce matin est venu soutenir les 2 dirigeants d'Air France victimes de violences hier. À Roissy, le Premier ministre a promis, je le cite, des sanctions lourdes contre les voyous responsables des agressions. On écoute tout de suite Manuel Valls. Je ne suis pas responsable du groupe Air France, mais je ne doute pas un seul instant que les sanctions seront appliquées à l'égard de ceux qui se sont livrés à de tels actes. C'est à la police, à la justice, à la direction d'Air France, bien sûr, de prendre les choix qui s'imposeront. Mais quand on agit ainsi, ce n'est pas une faute professionnelle seulement, c'est du pénal. Quand on s'en prend à des hommes, c'est un acte de violence. Et il est intolérable. Ces actes sont intolérables. C'est le plus grand porte-conteneurs au monde, sous pavillon français, 400 mètres de long, plus grand que 4 terrains de football. Un mastodonte baptisé aujourd'hui au Havre par le président de la République. C'est la compagnie française CMA-CGM qui arme le nouveau bâtiment.
Dans l'actualité internationale, ne pas perdre l'amitié de la Turquie. Recep Tayyip, le président turc, met en garde la Russie. Après les nombreux incidents de survol d'avions de chasse russes en Turquie, la crispation s'accentue entre Ankara et Moscou. L'ambassadeur russe en Turquie a été convoqué. Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, lui, qualifie ces incursions de violation. On l'écoute. À nos yeux, il ne s'agit pas d'un accident, cela constitue une violation grave de l'espace aérien. Et en fait, il y a eu 2 violations pendant le week-end et cela renforce le fait que cela ne ressemble pas, mais pas du tout à un accident. Cette violation a duré un long moment comparé à des violations antérieures de l'espace aérien que nous avons pu voir ailleurs en Europe. 1,5% de croissance en 2016. Le Fonds monétaire international maintient sa prévision et table sur la croissance du PIB. Malgré un contexte mondial délicat, le FMI confirme les prévisions du gouvernement français en la matière. On revient au Sénat où l'on débat en ce moment de l'avenir de l'agriculture. Direction l'Aveyron, une ferme industrielle nous ouvre ses portes, située à Parisot au sud de Rodez. On y fait de l'engraissage d'agneaux par dizaines de milliers. L'entreprise Grimal, une entreprise familiale qui a dû s'adapter à la demande de la grande distribution. Reportage de Samia Dechir. Pour apercevoir en entier l'entreprise des Grimal, il faut grimper haut sur les collines aveyronnaises de Parisot. Les 16 bergeries qui s'alignent voient défiler chaque année 100 000 agneaux. C'est la plus grosse exploitation privée de France. Un modèle critiqué, une ferme-usine diront certains. Mais pas question d'utiliser ce terme pour Johan Grimal. Ici, on ne bâcle pas le travail, on le rationalise. Voilà, aujourd'hui on est sur une mode d'alimentation qui est tout automatisée. L'aliment est stocké dans des silos à l'extérieur, arrive en granulé et donc est distribué via des vis de distribution dans chaque loge, dans des nourrisseurs. On est bien loin du système traditionnel où les bêtes sont nourries à la main. Grâce à cette automatisation finalement très efficace, aujourd'hui un de mes salariés peut, durant 2 heures le matin, s'occuper de 10 000 agneaux et repasser dans l'après-midi en faire autant. Johan Grimal est un poids lourd de la filière. Il fait de l'engraissage d'agneaux. Aucune bête ne naît sur site. Il faut donc aller les acheter chez un naisseur. Johan les achète à plus de 200 fournisseurs, des petits éleveurs avec qui il travaille sereinement, loin de toute polémique. Son exploitation a beau être industrialisée, c'est encore lui qui se déplace pour choisir les bêtes et les contrôler une par une. Avant d'acheter un lot, il faut marquer les agneaux selon leur sexe et leur injecter des minéraux pour prévenir les maladies liées au stress. Un beau lot d'agneaux, il doit être assez homogène dans son gabarit. Et puis il y a la taille des animaux. Alors ici on a une bonne taille, ici on voit qu'ils sont bien gras, bien ronds. Donc c'est un très joli lot d'agneaux. Voilà. Les bêtes passeront 80 jours dans son exploitation, le temps de prendre une vingtaine de kilos. Et c'est sur ces kilos supplémentaires que Johan gagne de l'argent. Alors au moment de fixer le prix d'achat, tout est soigneusement pesé. 565, ouais, il sera un peu moins lourd que la semaine dernière. 1102, allez, je t'ai fait le bon. Johan vend 80% de sa production à la grande distribution. Ses marges sont infimes. On risque de vendre nos animaux avec 2 ou 3 ou 4 euros de marge. Donc aujourd'hui, si vous ne faites pas du volume, vous ne pouvez pas absorber des charges de structure et donc faire du bénéfice derrière. L'entreprise Grimal fait près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. De quoi investir dans un méthaniseur. Désormais, le fumier qui n'est pas revendu pour faire de l'engrais peut être transformé en énergie, le biogaz. L'équipement n'est pas encore rentable, mais à terme, Johan espère en tirer de nouveaux bénéfices. Aujourd'hui, on n'a pas à rougir. Je crois qu'on vit très bien de notre métier. J'ai choisi ce métier, moi, parce que c'était quelque chose dans lequel je me réalisais réellement, l'élevage des agneaux. Et après, bon, bien sûr, je gagne bien ma vie grâce à cette activité-là. Je ne vais pas à rougir. Johan Grimal n'est pas agriculteur, c'est un entrepreneur. Pour lui, entre élevage traditionnel et industriel, il y a de la place pour tout le monde. Pour aller plus loin, retrouvez l'intégralité de ce reportage dans notre magazine Itinéraire bis consacré au malaise des paysans. Rendez-vous ce jeudi à 13h. Tout de suite, c'est la revue de presse.
La revue de presse des unes de lendemain, ce qu'il faut retenir de vos quotidiens, quels éditos ou articles sont à souligner. Alors Paul, on va commencer par la une de Ouest France. C'est ça Sonia. Alors il y a ce titre plutôt attendu sur la crise à Air France. Une crise qui se politise, dit le quotidien. Et puis il faut chercher cet appel de une à droite où l'on apprend avec surprise que dans l'Himalaya, on a découvert 200 nouvelles espèces animales. Des animaux inconnus et souvent extraordinaires. Une nouvelle réjouissante plutôt. Oui. À un moment où la planète est soumise à de rudes épreuves. Alors, autre journal demain, vous en parlez dans votre JT à propos des chiffres de la croissance, c'est les Échos. Je vous le disais, le FMI, le Fonds monétaire international, a publié ses oracles. 1,5% de croissance pour la France, mais, et c'est à lire dans le journal, un PIB mondial qui s'essouffle. Et il serait d'un peu plus de 3% l'an prochain. Il s'agit là, selon Quotidien, de la plus faible hausse de la croissance mondiale depuis la crise de 2009. Pire encore, Sonia, on y apprend que des pays comme le Brésil ou la Russie seront en récession dès cette année. Allez, on va conclure avec la une du Figaro et je crois qu'on traverse la Manche. Oui, Sonia, le quotidien s'intéresse à ce fameux référendum. Vous le savez, celui qui décidera de la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors le Figaro s'interroge, Cameron peut-il échapper au piège du Brexit? Selon les sondages outre-Manche, une majorité de Britanniques seraient tentés de quitter l'Europe et de regarder vers le grand large, Sonia. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Paul. Je vous retrouve demain, avec plaisir. Avec plaisir. La suite de votre émission et tous les mardis, désormais, je vais vous proposer de suivre les moments forts de l'émission politique de la chaîne, Preuve par 3, présentée par Michel Grossior et Perrine Tarnot. L'invité ce soir, c'est la ministre en charge de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu, qui revient sur l'expression « la chienlit » utilisée par Nicolas Sarkozy. Voici les moments forts de cette émission. Est-ce que c'est la chienlit en France en raison du pouvoir socialiste? D'abord, je pense que les responsables politiques doivent toujours faire attention aux mots qu'ils emploient. La chienlit, c'est un mot dont on se souvient quand on lit son histoire ou quand on l'a vécu. C'est tout le monde dans la rue, plus d'autorité. Une situation pré-révolutionnaire. Le mot est sorti en mai 68 dans la bouche du général de Gaulle. Hein. Je pense que toute personne raisonnable se rend compte qu'il n'est pas du tout, c'est pas du tout de même nature. On a un grand conflit à l'intérieur d'une grande entreprise dont on est fier, effectivement Air France, dans lequel l'État a 17% du capital. Une négociation qui échoue avec un des syndicats, le SNPL, c'est-à-dire le syndicat des pilotes, et du coup la direction qui propose, parce qu'il y a échec avec les pilotes, de supprimer 2900 emplois dans d'autres catégories. Donc effectivement, il y a quelque chose de très dur à vivre pour les autres, qui disent oui, mais s'il y avait eu une négociation avec les pilotes, moi je ne serais pas licencié. Est-ce que vous êtes en train de dire que la violence physique répond à une certaine violence sociale? Je pense que c'est une situation extraordinaire, et moi je prends les paroles du DRH lui-même Air France, qui dit attention, ne jetez pas l'opprobre sur tous les syndicalistes. Il s'agit de quelques-uns qui ont voulu manifester et qui ont été débordés par leur propre colère. On voit bien sur les images. Il faut reprendre le dialogue social. Je pense que rien ne se règle dans une grande entreprise si on dialogue social. Mais pourquoi le mot chienlit serait dangereux, selon vous? C'est parce que vous dites aux Français, ça y est, depuis Air France, tout le monde est dans la rue, c'est fini, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de corps intermédiaires. Allez-y, si vous les revendiquez, courez dehors et revendiquez. C'est quasi un appel à la rue. Il faut faire attention. C'est un appel à la rue pour vous? On n'est pas dans la rue aujourd'hui. Air France, c'était pas dans la rue. C'est un vrai heurt entre un DRH qui d'ailleurs lui est raisonnable dans son vocabulaire et des syndicats. Et mais vous dites dans la bouche de Nicolas Sarkozy, c'est un appel à descendre dans la rue, alors que historiquement, vous l'avez dit, le général de Gaulle avait utilisé ce mot-là pour vider la rue et l'Odéon aussi. Ou bien Nicolas Sarkozy ne se souvient plus de l'état du pays quand le général de Gaulle a osé utiliser ce mot. Ou bien on ne vit pas dans la même France. Et je pense qu'il faut faire attention. Notre pays est fragilisé par la crise. Nicolas Sarkozy sait qu'elle a commencé en 2008, que même si qui que ce soit était au gouvernement, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour Air France dans un autre contexte. On est dans une situation
de tension politique, de tension démographique et de tension sociale. Il ne faut pas en rajouter. Et je pense que quand on est dans une situation de tension, il faut appeler à la responsabilité, ce que le Premier ministre a fait tout à l'heure, répondant aux députés que vous avez cités, en disant il faut que les pilotes aussi reviennent autour de la table, appel à la raison, appel à la responsabilité, appel au calme, à la sérénité et à la santé. Alors, est-ce qu'il faut quand même plus d'autorité Marie-Lise Lebranchu, puisque Christiane Taubira est également prise pour cible après cette fusillade. Donc, suite à un braquage en Seine-Saint-Denis, un policier a été blessé par un détenu en cavale à qui une permission de sortie avait été accordée. Oui, vous êtes sans doute quand même si on stupéfié par les faits. Si on veut vraiment jouer à la polémique et au fait qu'on est en train de... Non, il y a des faits. Le détenu en cavale a donc bénéficié d'une permission. Il avait un très lourd antécédent judiciaire, une trentaine d'affaires. Parce qu'il a eu une permission. Pourquoi il a eu une permission? Parce qu'il y a eu une loi votée en 2004, M. Sarkozy était président de la République, qui écrit un certain nombre de motifs pour lesquels, avant qu'il ne soit considéré comme radicalisé, un certain nombre de motifs pour lesquels on peut accorder une sortie. Alors, quand on fait voter une loi, on regarde qu'effectivement, sur certaines applications de cette loi, la sortie de cet homme, le fait qu'il soit parti, il n'est pas rentré, malheureusement... Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. La loi est de 2004. Donc moi, j'ai envie de dire à M. Sarkozy, assumez vos responsabilités. Comment est-ce que vous allez faire pour sauver les 30 départements en danger cette année? Je pense que c'est la vraie question. D'abord, il faut rappeler, il faut être juste. On a ajouté 1,5 milliard au département compte tenu du fait que le reste à charge était trop important, même si on l'a diminué, il reste important. On en est tous d'accord et le Premier ministre a organisé un groupe de travail entre les départements et le gouvernement pour qu'on soit extrêmement clair, on pose tous les chiffres en réalité et en responsabilité entre le gouvernement et on verra donc d'ici quelques jours. Vous aurez une réponse à apporter? On prendra acte d'abord des travaux, ils ne sont pas tout à fait, ils ne sont pas terminés. Le reste à charge moyen des départements pour le financement de ces allocations a baissé de près de 20% en 2014. Mais on est encore au-dessus. Oui, 20% de baisse, ce n'est pas suffisant pour sortir tous les départements de la difficulté. Je pense qu'il y en aura moins en difficulté, mais peu importe. Peu importe. Donc ce groupe de travail va rendre ses conclusions. Le Premier ministre, lui, en responsabilité, dira comment effectivement on répond à une vraie question. C'est une vraie question. Oui. Il fallait pas, un vrai danger, on l'a compris. Il ne fallait pas passer le RSA au département. C'est une mauvaise idée. On l'avait assez dit à l'époque. Mais à l'époque, il ne montait pas peut-être aussi vite qu'il n'a monté après. C'est toujours difficile de transférer une allocation de solidarité sur un département. Une erreur. Le RSA était une bonne idée, le donner 100% au département était dangereux. Maintenant, le Premier ministre prendra en responsabilité la décision qu'il pense bonne et juste pour notre pays. Est-ce que vraiment toute réforme de la fonction publique est impossible? Non, la preuve, c'est qu'on a fait un travail énorme en 18 mois avec l'ensemble des organisations syndicales. J'entends bien ce que dit Philippe Martinez sur on aurait dû simplement augmenter le point d'indice. Et puis, il faut quand même rendre hommage aux fonctionnaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu ce qu'ils viennent de vivre, c'est-à-dire un salaire gelé depuis 2010. Ils ont rendu... N'oubliez pas les primes quand même, qui sont pointées par la Cour des comptes. Si je peux me permettre, ils ont rendu 7 milliards. En termes de dépenses publiques, à l'ensemble. Donc il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et ils ont contribué, ils sont rares, pour 7 milliards à la baisse de la dépense publique. Oui, donc, les syndicats sont quand même divisés sur l'accord. Alors, je parlais de l'ensemble des fonctionnaires, je viens aux syndicats. On a fait un travail important pour dire qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. Soit on dit ce que dit Philippe Martinez ou que dit FO par exemple, on réaugmente le point d'indice et le reste c'est pas très important. Enfin c'est pas très important. On verra après. Ou bien on dit ce que nous avons proposé avec autant d'heures de travail que vous imaginez bien, qui est de dire on réforme les carrières dans la fonction publique parce que les carrières s'allongent. On a reculé l'âge de la retraite. Les carrières s'allongent. Or, les fonctionnaires dans les grilles qui ont 30 ans, à 40 ans, 42 ans, ils sont arrivés au bout, ils n'augmentent plus. Et moi, je propose d'augmenter les salaires au début de carrière et à la fin de carrière, même si la carrière est plus longue.
40 € pour une catégorie C, 80 € pour une catégorie B, un éducateur par exemple, et 150 € pour un enseignant ou un ingénieur. Mais la moitié des syndicats vous disent non à ce projet de loi, notamment la CGT. On vient d'entendre Monsieur Martinez. Et la CGT qui va manifester cette semaine, jeudi. Pas seulement, elle n'est pas seule d'ailleurs. Elle n'est pas seule à manifester, mais est-ce que vous espérez encore les convaincre, la CGT, Je rappelle qu'un des syndicats signataires manifeste aussi, donc il faut bien séparer la manifestation qui est de dire on a déjà donné 7 milliards, on veut donner moins, du reste. Mais est-ce que vous espérez encore pouvoir les convaincre ou c'est fini? Je pense qu'on n'était pas loin de l'accord, y compris avec la CGT. On n'était pas loin de l'accord. Avec FO, c'était un peu différent parce qu'il y avait un problème de gestion sur les territoires, les gestions interministérielles qui ne leur convenaient pas. Mais ça n'a pas marché. Donc, on n'était pas loin et du coup, le Premier ministre, parce que la situation est inédite, et cette espèce de balance à 50-50, prend ses responsabilités, c'est normal. Il est passé en force, disent les syndicats. Alors, l'employeur public qui est l'État, je rappelle, à l'État, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires d'État, le résultat est de 59%. C'est-à-dire 59% des organisations syndicales représentant les employés de l'État ont voté favorablement. Vous ne parlez pas du temps de travail des fonctionnaires, parce qu'on voit les propositions des ténors de la droite qui disent qu'il faut que les fonctionnaires travaillent au moins 35 heures. Ce n'est pas le cas apparemment de tous. Et il faut, pour François Fillon, aller jusqu'à 39. Quand ils sont employeurs publics, ça dispense d'embauche supplémentaire. Quand ils sont employeurs publics, j'espère qu'ils font travailler leurs fonctionnaires 35 heures. Mais moi, j'ai confié une mission à Philippe Laurent, dont on parlait tout à l'heure, justement, pour qu'on ait un aplat, parce qu'on joue beaucoup sur des clichés. Clichés, privilèges, etc. Moi, je veux savoir exactement le temps de travail des fonctionnaires, et je vous rappelle que quand on parle de 35 à 39 heures, on paye les 4 heures de plus. Donc cliché, vous dites que ça vaut aussi pour Emmanuel Macron, cliché alors ? Quand vous dites cliché, ça vaut aussi pour Emmanuel Macron, sur les fonctionnaires? J'ai beaucoup discuté depuis avec Emmanuel Macron, qui a vraiment tenu à rester dans son périmètre. Et moi, franchement, cette polémique-là, elle est derrière, quoi. Elle trouble aussi à gauche les petites phrases d'Emmanuel Macron. Par exemple, le député socialiste Laurent Baumel, aujourd'hui, il dit à Emmanuel Macron, mais qui rejoignent les rangs de la droite. Moi, j'ai fait des réunions, y compris vendredi soir, avec des socialistes, des militants, des sympathisants. On prend acte, effectivement, qu'il y a eu une difficulté. Mais on ne va pas passer notre vie sur une difficulté. Maintenant, il y a une difficulté de langage dont acte, c'est terminé. Maintenant, on bosse, quoi. Qu'est-ce qu'on veut Et hier, je faisais une réunion sur le service public, la fonction publique, les carrières. J'expliquais pourquoi. Justement, on s'était mis dans une situation inédite et donc difficile. Et franchement, là, ça valait le coup de discuter. Le patrimoine de ceux qui n'ont rien, c'est une phrase que mon député prononce depuis très longtemps. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de parler sereinement du service public? Et je pense qu'après les inondations, après la demande de sécurité, après la demande d'école, après la demande de santé, après les crises des urgences, parce que c'est difficile dans les hôpitaux, il faudrait qu'on parle autrement du service public plutôt qu'en montrant du doigt sa dépense. Vous lui demandez à Martine Aubry d'aller comme candidate dans la région Nord? Non, je ne lui ai jamais demandé d'ailleurs. Martine Aubry est la première, et on en a assez félicité ou assez critiqué, à avoir défendu le non-cumul des grands exécutifs. Elle l'a fait pendant tout le temps où elle était première secrétaire. Elle a présenté ça à un congrès. Elle a été non seulement applaudie, mais tout le monde a voté ça. Et elle, Martine Aubry, qui a porté ce combat du non-cumul, irait dire, bon, excusez-moi, là, je vous ai dérangé, mais en définitive, je ne me l'applique pas. En revanche... Le contexte est un petit peu... En revanche, le feu brûle dans la région Nord. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on a des principes, est-ce qu'on a des convictions et est-ce qu'on les applique? Il y a des dangers aussi. Il y a le danger Front National et là on va lui dire c'est un manque de courage. Et est-ce qu'à chaque fois on peut dire mais cette fois-ci, excusez-moi, mais là il faut que j'y aille, ce sera pour la prochaine fois. Je pense que le courage aujourd'hui, en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui est une région qui a été réécrite avec cette difficulté que l'on sait. Le courage, c'est d'aller faire campagne. Et moi, j'ai vu Martine Aubry faire campagne avec Pierre de Saint-Ignon, Pierre de Saint-Ignon, c'est un de ceux qui a porté, avec beaucoup de chefs d'entreprise, la création d'emplois, le développement économique, qui est quelqu'un qui, en plus, a beaucoup travaillé. Et ça, c'était très intéressant. Oui, mais il ne fait pas le poids médiatique en tous les cas. Je continue. Sur le lien entre l'entreprise et les jeunes, est-ce qu'il faut des têtes d'affiche parce que ce sont des têtes d'affiche ou est-ce qu'il faut des gens qui savent faire, qui savent où ils vont, qui savent pourquoi ils y vont? Et peut-être qu'à force de dire... Moi, on me le disait pareil dans la ville de Morlaix. On me dit, il n'y a que toi qui peux être maire. Non, c'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de penser que parce que quelqu'un est connu, il doit prendre tous les postes. Non. En revanche, il faut faire campagne. Martine Aubry fait campagne. La gauche est en mauvaise posture dans un certain nombre de régions. On prône l'union de la gauche. Christophe Cambadélis amène un référendum sur la table. Vous pensez que c'est une bonne initiative? On se pose un peu. Il y a un contre-référendum qui vient d'arriver. J'ai entendu ça. Voilà. Oui, qui là propose non pas une question sur l'union, mais sur une vraie politique de gauche. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois, honnêtement, et j'ai envie de dire en sincérité, la situation est difficile. Elle est difficile. Parfois, on a l'impression qu'elle nous échappe un peu et que le Front National fait ses choux gras. D'ailleurs, je vous rappelle que le Front National est le premier à dire haut et fort, il faut augmenter le point d'indice des fonctionnaires, il faut augmenter le nombre de fonctionnaires et il faut les défendre contre... voilà, je vous rappelle ça. Quand on est dans cette situation-là, l'union, au premier tour, peut empêcher le pire. Chacun doit réagir en termes de responsabilité, en responsabilité là où il est. Mais j'entends aussi d'autres qui disent je crois que j'aurais plus de voix si je me présente au premier tour. J'aurais préféré l'union, je préfère l'union, je préférerais toujours l'union parce que je ne crois pas. Vous êtes un peu partagé comme le Parti Socialiste. Je ne crois pas que ce soit facile de passer des accords entre deux tours. C'est déstabilisant, on est parfois amené à se critiquer un peu fort et que quand même, quand on regarde nos régions, quand on regarde le bilan des régions, quand on regarde qui était dans les exécutifs, c'est beaucoup une gauche unie qui présente un bilan, y compris là où j'habite en Bretagne. Quand après on dit, ben voilà, on va pas, on a le même bilan ou presque, mais on ne va pas se présenter. Alors quelle va être la stratégie justement? Vous parlez de la difficulté ce référendum quand même, cet appel, est-ce qu'il va être entendu? Est-ce qu'on va avoir plus d'union qu'on en a aujourd'hui? Personnellement, je le souhaite. Je reste persuadée quand même qu'aujourd'hui, devant le drame, j'ai pas d'autre mot, que serait une arrivée au pouvoir du Front National, et on n'imagine pas les conséquences et on ne les mesure pas, parce que la politique fiction n'existe pas. Effectivement, le Front républicain reste une réponse. Moi, ce qui me déstabilise profondément aujourd'hui, c'est que je n'entends pas la même chose chez les Républicains, qui ont pris le mot en plus. Je pense que prenant ce mot-là, ils auraient dû être très clairs aussi, et ils ne l'ont pas été au moment départemental. Mais vous n'êtes pas encore complètement clair. Et moi, je suis très inquiète. On n'est pas au clair. Pourquoi? Parce qu'on joue un premier tour, madame. On ne va pas déjà annoncer à tout le monde qu'on a perdu. Non. Mais vous seriez prêt, par exemple, à voir le Parti Socialiste renoncer à tout élu, par exemple, à toute présence dans les exécutifs régionaux pour faire valoir le Front républicain? Vous avez dit oui. Oui. Pour le Front National, oui. Donc la militante que vous êtes, comment elle voit la carte de France pour le Parti Socialiste? Alors moi, je n'ai jamais fait de politique fiction. Non. Si on gagnait toutes les régions confortablement, je serais la première étonnée. Je suis lucide, je suis réaliste. On est en difficulté, mais on est très grande difficulté au début octobre, au début première semaine d'octobre. On va gagner la Bretagne. Ça vous incite à partir? Ça vous incite à y aller à la place de Jean-Yves Le Drian? Attendez. Jean-Yves Le Drian est demandé. C'est clair, c'est une chance formidable. Ça veut dire qu'il a une grande notoriété, qu'il est aimé et que les gens l'identifient à la Bretagne. S'il était empêché, on se poserait la question. Mais pour l'instant, il n'a pas donné de réponse définitive. Il est demandé. Donc, moi, j'ai toujours dit, si effectivement on disait, ben, Jean-Yves ne peut pas y aller, est-ce que tu peux y aller? S'il faut que j'y aille, j'irai. Mais c'est pas... Mais j'ai toujours dit ça. Je n'ai jamais changé d'avis. Je pense aujourd'hui que ce n'est pas le scénario. Je pense aujourd'hui que le scénario, c'est Jean-Yves Le Drian candidat. Je pense que c'est le meilleur des scénarios. Mais il y a aussi d'autres candidats possibles. J'ai même cité Jean-Jacques Kervois et Guénégan Buis récemment. Je pense qu'il y a une telle demande que je ne vois pas comment Jean-Yves Le Drian ne peut pas y aller. Quitte à réfléchir à comment on gère la situation. Moi... Vous savez, rien ne m'effraie, et les citoyens non plus. Je me souviens, toute proportion gardée bien évidemment, avoir été garde des Sceaux et candidate en disant je suis candidate, mais je ne serai pas maire, mais je ne serai pas maire jusqu'à la fin de mon mandat. Les citoyens ont quand même voté pour moi. Jean-Yves Le Drian peut rester ministre et être candidat. C'est possible.
Voilà pour les moments choisis de votre émission Politique Preuve par 3. On arrive à la fin de notre émission. Demain, on va plus loin au programme. 2 grands débats et l'entretien, ce sera avec le philosophe Roger Paul Droit. Notez aussi nos autres rendez-vous. Le matin à 8h, c'est Territoire d'info avec pour invité Axelle Lemaire, c'est la secrétaire d'État en charge du numérique. Et puis à 22h, notre rendez-vous à demain. Donc belle et douce soirée en notre compagnie.